Bonjour à tous, rebonjour, merci de continuer à nous suivre. On est en direct pour ce grand colloque conférence annuelle du pôle fonction publique d'AG2R La Mondiale, fonction publique d'une mort annoncée à la refondation, point d'interrogation. Merci d'être nombreux. Si vous prenez en route nos échanges, pas d'inquiétude, toutes les discussions, les débats, les interventions depuis ce matin 9h30 seront disponibles sur Acteurs Publics. Vous pourrez tout revivre. On poursuit nos échanges sur les enjeux d'agilité, adaptabilité, agilité, compétences. Les crises se répètent, qu'elles soient sanitaires, climatiques, sociales, terroristes. L'agilité doit-elle devenir la règle dans notre fonction publique? On en parle avec nos trois invités. Madi Scherer, bonjour. Madame la lieutenant-colonel, vous êtes porte-parole de la Gendarmerie nationale. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous m'entendez? Patrick Erdgen, bonjour. Bonjour. Médecin urgentiste, vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Et Hervé Lauberti, directeur du bien-être, c'est ça, bien-être, santé au travail et relations sociales à la métropole Nice-Côte d'Azur. Merci beaucoup à tous les trois. On va parler, je le disais, d'agilité. Est-ce que, première question à tous les trois, quand on est en crise, on parle de gestion de crise, management de crise depuis le mois de mars, est-ce que finalement le management de crise, la gestion de crise n'est pas devenu un management du quotidien? Est-ce qu'on peut encore distinguer gestion de crise, gestion du quotidien, alors que nous sommes en crise permanente depuis des semaines et des mois? Lieutenant-colonel Madi Scherer, votre sentiment, vous qui êtes porte-parole de la Gendarmerie nationale. Oui, bonjour. Si on prend l'exemple de la crise de la Covid que nous avons traversée, en tout cas pour la première vague et dans laquelle nous nous situons actuellement dans un deuxième temps, effectivement, quand la gendarmerie a très vite compris que cette crise était globale et qu'il allait falloir s'adapter pour faire face, donc s'adapter parce que finalement, les organisations, autant que la population, se retrouvent touchées et ont besoin d'une réponse spécifique. Donc, pour la gendarmerie, tout cela a consisté à adapter l'offre de sécurité pour continuer à assurer un service public évidemment de qualité. Donc, c'est l'adaptation à la fois de l'organisation du travail, mais l'adaptation aussi de l'offre de sécurité au profit de la population, des élus, des plus fragiles qui en ont eu énormément besoin. Tout ça selon un certain nombre d'axes de travail qui sont au nombre de 3 d'ailleurs, qui 3 axes déterminés par le directeur général de la gendarmerie. Protéger la population dans un premier temps, bien évidemment, dans toutes ses composantes, et je pense que j'y reviendrai un petit peu plus tard. Préserver notre capacité d'intervention, parce que c'était essentiel pour pouvoir protéger la population, on avait besoin d'être présent sur le terrain, et évidemment entretenir une cohésion aussi dans nos rangs en interne, puisque les gendarmes, au même titre que la population, ont pu être confrontés à des difficultés liées à cette crise sanitaire. Donc effectivement, la gendarmerie a réagi, a modifié son fonctionnement, a trouvé un autre rythme dans cette crise. Est monté en puissance par l'intermédiaire d'un centre des opérations et d'un certain nombre d'actions pour pouvoir répondre. Donc c'est une forme de, si vous voulez, quand on n'est pas en période de crise, on parle beaucoup de management, et dans un système militaire comme le nôtre, quand on est en période de crise, eh bien, on bascule dans un système véritablement de commandement, avec une application de 3 grands principes militaires qui sont une économie des moyens, liberté d'action et concentration des efforts. Tout ça pour rendre un service public, évidemment, de qualité et adapté à la situation. Merci beaucoup, Madame la porte-parole de la Gendarmerie nationale. Je me tourne vers vous à distance. Patrick Erdgen, médecin urgentiste, vice-président de la FNSPF. Ces enjeux d'urgence, c'est votre quotidien. Comment vous vivez la séquence depuis le mois de mars? Quelles réponses vous avez mis en place? Est-ce que ces enjeux d'agilité aussi sont imposés dans votre fonctionnement? Eh bien, d'abord, je me retrouve beaucoup dans ce qui vient d'être dit par ma camarade gendarme. Nos métiers, par hypothèse, sont des métiers de gestion de situations difficiles. Je n'ai pas parlé de crise parce qu'il ne faut pas que le mot crise soit trop dévoyé. En tout cas, par hypothèse, nos métiers consistent à résoudre des situations aiguës. Oui, bien sûr, ça a été un défi. La crise de Covid, du Covid a été un défi. Je ne sais pas s'il faut s'arrêter uniquement à celle-là, mais en tout cas, par principe, nous sommes à la fois des organisations assez structurées, et c'est une sorte de paradoxe, mais ce n'est pas si paradoxal que ça. C'est-à-dire que nous sommes des corps en uniforme, nous avons une hiérarchie visible, il y a des hiérarchies partout, chez nous elle est visible. Nous avons beaucoup de procédures, beaucoup de
nos actions sont procédurées. Et de la même façon, mais ça a été très bien dit avec les 3 principes de commandement militaire, mais qu'on peut trouver dans d'autres structures, la liberté d'action et l'adaptation aux circonstances, le jugement de la personne qui est en responsabilité, cette capacité de discernement nous permettent d'avoir schématiquement un plan d'action, de l'appliquer et parfois d'en sortir lorsqu'il faut en sortir, en tout cas lorsqu'il faut sortir d'une rigidité qui deviendrait en l'espèce, c'est-à-dire dans la situation en particulière, inadaptée. Voilà. Et les 2 grands défis, pour conclure rapidement ce premier propos, mais les 2 grands défis de la crise Covid, ça a été premièrement de préserver nos capacités opérationnelles. Oui. C'est ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous étions sujets à être malades, et nous le sommes toujours. On a beau être sapeur-pompier, on est humain et on peut être fragilisé. Et deuxièmement, contribuer dans notre domaine, c'est-à-dire dans le secours d'urgence aux personnes, puisque c'est aujourd'hui 80% de notre activité à peu près, contribuer à la réponse sanitaire au sens large. Voilà. Merci pour votre témoignage. Je vous redonne la parole dans un instant. Hervé Lauberty, votre sentiment, vous êtes un acteur de proximité, vous représentez la métropole Nice, Côte d'Azur. Cette agilité en permanence qui suppose à écouter la porte-parole de la gendarmerie, le vice-président de la FNSPF, je vais y arriver, du leadership, une capacité aussi d'avoir, de prendre des décisions, une liberté d'action, ce que disait Madame Scheurer. C'est aussi votre quotidien depuis le mois de mars ? Alors depuis le mois de mars, effectivement, c'est notre quotidien. Malheureusement, notre territoire a accumulé un certain nombre de crises. Au-delà de la crise Covid, on a eu à déplorer cet attentat terroriste dramatique de octobre, le 29 octobre. Il y a eu la tempête Alex qui a touché également notre territoire métropolitain. Et on a effectivement l'impression d'être dans une période où les crises s'enchaînent et où finalement cette gestion de crise devient notre quotidien. On intègre finalement cette dimension de gestion de crise dans notre management au quotidien. Je pense que ça se fait parfois au détriment d'actions de fond qui étaient engagées avant la période sanitaire que nous connaissons. Et donc, à un moment donné, il va falloir réussir à les reprendre pour pouvoir mener à bien un certain nombre de projets. Et effectivement, très rapidement, dès le début de la crise, on a dû faire preuve d'agilité, d'adaptabilité. Alors, c'est un des éléments essentiels de la fonction publique, de pouvoir s'adapter à toutes les situations. C'est vrai que notre exécutif a voulu prendre un certain nombre d'initiatives très tôt sur notre territoire, notamment pour protéger la santé de nos administrés, pour également être en mesure d'adapter un certain nombre de nos services pour pouvoir assurer une continuité des services publics. Et donc, on a dû effectivement se réorganiser, faire preuve d'agilité. Un certain nombre d'initiatives ont été prises pour pouvoir distribuer des masques à la population, pour pouvoir réaliser des tests, pour pouvoir informer la population avec la mise en place de plateformes téléphoniques. Des repas ont été distribués aux plus fragiles, etc. etc. Et toutes ces actions ont été menées systématiquement en mobilisant les agents qui ont fait preuve d'un engagement exemplaire. D'ailleurs, je pense que ça valorise énormément le service public, mais souvent au détriment peut-être d'une action préparatoire qui nous aura permis de mettre ça en place de façon plus sereine. Les choses se sont passées rapidement et même si aujourd'hui nos administrés sont plutôt très satisfaits de tout ce qui a pu être fait, il faut qu'on tire les enseignements de ce qu'on a vécu ces derniers mois pour que par la suite, si de nouvelles situations venaient à se représenter, on puisse améliorer notre organisation et mettre en place ce type d'initiative avec un peu plus de sérénité. Et la capacité d'adapter les organisations, on en parle depuis ce matin, la nécessité des retours d'expérience. Mady Scheurer, vous parliez tout à l'heure d'économie de moyens, de liberté d'action, de concentration des moyens. Est-ce que sur tous ces enjeux-là, toutes ces réponses-là, cette agilité, la gestion des équipes, la gestion des femmes et des hommes, la gestion des ressources humaines devient encore plus centrale et quelles pistes vous avez mis en place en termes de formation, d'accompagnement ? Quels sont les leviers que vous avez, les initiatives que vous avez mises en place ?
La gendarmerie s'est adaptée au fur et à mesure donc, de la crise et de son évolution. Et on peut dire que les solutions ont été développées en marchant, de façon très adaptée à chaque fois à une demande du terrain. Je le disais tout à l'heure, c'est vrai que les organisations ont autant été touchées que la population. Et donc, il a fallu trouver nous-mêmes en interne un mode de fonctionnement. Assez rapidement, la gendarmerie a déployé un centre des opérations de façon à planifier l'ensemble de la manœuvre, à coordonner aussi ses moyens et à pouvoir animer et conduire des opérations. Dans ces opérations, il y a eu une manœuvre de ressources humaines, bien évidemment. La gendarmerie, au même titre que d'autres organisations, a dû fermer ses écoles. Donc rapidement, elle a porté cet effort sur le terrain. C'est-à-dire que les élèves qui étaient en formation, soit qui étaient en passe de la terminer ou en cours de formation, ont été déployés sur le terrain, l'objectif étant de redonner des capacités supplémentaires dans les territoires, puisque assez rapidement, en fait, l'ensemble de la manœuvre a conduit à donner une grande liberté d'action à l'ensemble des gendarmes dans les départements, dans les territoires où ils se trouvaient en fait. Cette manœuvre déconcentrée, c'était finalement la clé pour arriver à répondre à des besoins précis d'un territoire. Tous les territoires en France ne se ressemblent pas. Et donc, pour mener à bien cette mission, pour répondre présent, c'était le nom de l'opération que l'on a conduit, il fallait absolument écouter la demande de chaque territoire, évidemment rencontrer les élus, les collectivités, et puis se mettre au service, en acceptant aussi d'ailleurs de sortir du cadre de nos missions, d'accepter de se dire que là, les missions étaient un petit peu différentes, puisqu'on a dû prioriser un certain nombre de choses, et il a fallu porter l'effort sur les personnes les plus fragiles, les plus vulnérables. Il a fallu porter un effort sur les commerçants qui étaient fermés, donc apporter des solutions de prévention, rassurer, faire également attention évidemment à tous nos soignants et essayer d'alléger leur quotidien parce qu'on a toujours et on a eu extrêmement besoin d'eux et il fallait absolument être là aussi pour accompagner parfois leur démarche, être là pour sécuriser les habitations, etc. Bref, la gendarmerie est véritablement sortie du cadre habituel et elle a développé des actions nouvelles, mais pour rendre vraiment un service au plus près de la population qui avait été déterminé dans chaque territoire sous la direction du commandant de groupement, donc du chef des gendarmes du département. Et toute cette manœuvre, finalement, était très cohérente, puisque globalement, le central pilote l'ensemble de la manœuvre pour l'essentiel de la gendarmerie, pour donner les moyens et une liberté d'action dans les territoires, d'agir selon les besoins qui sont exprimés par les élus et par la population. Sortir du cadre, apporter des réponses sur mesure en fonction des atouts et des contraintes des territoires. Voilà une nécessité. Je me tourne vers Bruno Delaporte, là, qui suit le fil. Vous êtes vraiment très, très nombreux à témoigner et à poser des questions. Peut-être quelques questions, Bruno Delaporte, qu'on peut relayer à... Il y a des questions en particulier. Vous avez fait preuve d'exemples sur on va appeler la saison 1, et sur tout ce qui s'est passé dans le premier confinement. Les questions portent sur la manière dont vous utilisez ou déclinez l'expérience acquise et dans le cadre d'une vie plus récurrente. Alors Hervé Lauberti a dit que c'était peut-être compliqué aujourd'hui de revenir sur des projets plus long terme, mais comment est-ce que, par exemple, pour prendre un exemple concret, l'adaptabilité, l'agilité nécessite une délégation des responsabilités à tous les échelons vers le local et le terrain. Cela nécessite de la confiance et la reconnaissance du droit à l'erreur. Est-ce une culture qui se diffuse tant dans nos structures que dans l'esprit de nos concitoyens ? Patrick Ergen, ce droit à l'erreur qui a longtemps été un mot tabou dans le secteur public. Là, vous êtes sur des missions de crise. Tester, expérimenter, avoir de la latitude, c'est possible sur ces enjeux-là, sur vos missions ? C'est possible et une nécessité fait loi, c'est-à-dire que de toute façon, ça a été imposé. C'est l'occasion de rappeler que la théorie française des services publics leur donne à ces services plusieurs caractéristiques, dont deux qui sont très, très contemporaines, qui sont la continuité et la mutabilité. La continuité, ça veut dire que de manière continue et dans nos services opérationnels CH24, on maintient ce service, même si les conditions peuvent être difficiles. Et la mutabilité du service public, ça veut dire qu'on s'adapte au temps moderne. Alors en général, cette mutabilité est appréciée sur un temps plus long. Là, elle peut être appréciée sur un temps très court. Oui, on s'est trompé, et tout le monde se trompe, mais
la possibilité, enfin, je veux dire, accepter une erreur, c'est le corollaire de la liberté d'action et c'est le corollaire de l'efficacité. D'accord. Et dans cette situation-là, contrainte, c'est pas le plan qui a été fait et conçu pour une autre situation qui sera efficace. Donc, on doit innover. Mais ça se fait dans un temps très court, ce qui fait que je ne pense pas qu'on reste très longtemps dans l'erreur, parce que très, très rapidement, on s'adapte. Mais c'est accepter de sortir du cadre. Voilà. D'accord. Ce que disait, m'a dit Scherer, avancer en marchant, innover en marchant. Hervé Lauberty, ça veut dire l'agilité, ça veut dire adapter des dispositifs de manière très rapide, l'évaluation immédiate. On ajuste. Si ça fonctionne, on généralise. Si ça ne marche pas, on ajuste en temps réel. C'est comme ça que vous travaillez depuis quelques mois, Monsieur Lauberty. C'est ça, mais c'est également d'autres façons de travailler, avec un travail qui remet parfois en cause l'organisation lorsqu'on le regarde via l'organigramme. Il y a un travail qui se fait davantage en réseau, en transversalité, sans par moment repasser peut-être par des canaux qu'on avait l'habitude d'utiliser auparavant. En tout cas, pour nous, le premier confinement a été vraiment très riche d'enseignements. On a vu un certain nombre d'agents se mobiliser pour mettre en œuvre un certain nombre d'initiatives prises par notre exécutif localement, et on a voulu en tirer le meilleur, c'est-à-dire que on pense que l'on doit pouvoir continuer à travailler par la suite de cette façon, c'est-à-dire en mobilisant des acteurs de terrain pour trouver des solutions, porter un certain nombre de projets d'initiatives, et c'est pour cela que l'on vient de créer là il y a quelques semaines voilà, une petite entité qu'on appelle la Fabrica Projets, un laboratoire d'innovation qui donne finalement un cadre à des acteurs de terrain qui souhaitent porter un projet, une initiative, de pouvoir le développer avec cette idée que toute initiative est bonne et que ces initiatives puissent être évaluées, et si le prototype est bon, qu'on puisse le déployer. En tout cas, on pense important finalement de garder ce qui a fait la force de notre collectivité, de notre point de vue, pendant le premier confinement, dans une organisation plus pérenne. Réfléchis à tous les trois, je vous pose la question, on réfléchit depuis ce matin à une possible refondation de la fonction publique en s'appuyant sur les femmes et les hommes qui se sont fortement engagés. J'insiste, Mady Scherer, sur cette question RH. Est-ce qu'il y a des enjeux de bien-être, de qualité de vie au travail, de santé, de prévention, d'articulation aussi entre vie perso et vie pro? On voit que le numérique brouille les choses, on voit que le numérique brouille aussi l'articulation entre collectif et individuel. Est-ce que vous avez des choses qui sont remontées des équipes? Est-ce qu'il y a des dispositifs RH, des dispositifs de bien-être que vous avez mis en place ou sur lesquels il faut, selon vous, insister? En fait, ce suivi RH que vous évoquez, c'est quelque chose que l'on fait tout au long de l'année. En fait, la qualité de vie au travail, on y fait attention, pas uniquement en période de crise. On y est très attentif véritablement dans l'ensemble des actions que l'on mène. Et d'ailleurs, ça faisait partie de l'un des grands axes de travail qu'avait donné le directeur général dès le début de la crise. Il y avait un point d'attention particulier. Pour ça, on a, alors nous on est militaires, on n'a pas de syndicat, mais on a un organe de représentation du corps social qui est la concertation, et qui a été extrêmement active et qui a vraiment joué un rôle de ciment entre les équipes. Et puis de toute façon, de par notre statut militaire, il y a déjà une forme de cohésion entre nous. Cette cohésion a été renforcée pendant la crise, puisque c'est vrai que je rappelle, nous on vit dans des casernes, donc on habite déjà ensemble. Donc quand quelqu'un a une difficulté, généralement, c'est certes son camarade de travail, mais c'est parfois aussi son voisin de palier. Donc on fait très attention les uns aux autres. Et cette crise nous a montré que cette cohésion interne, pour faire face à des situations comme celle-ci, elle était primordiale. Et je voudrais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure pour vous dire qu'on a mis en place une fonction RETEX, retour d'expérience, pendant cette crise. Et nous aussi, on essaye de tirer les enseignements de tout ce qu'on a pu faire. Parce qu'en fait, ce sont quand même 2 millions d'actions qui ont été conduites sur le terrain pour l'opération Répondre présent dont je vous parlais. On a quand même pris contact avec 140 000 élus, on a mené 32 000 actions cyber auprès des entreprises, et parce que justement le numérique se développait beaucoup et qu'il y avait besoin d'un accompagnement aussi dans ce nouvel espace. On est aujourd'hui dans la phase où on tire les enseignements de toute cette période de crise qui a vu une
transformation dans l'organisation du travail, la naissance de nouvelles actions et finalement la confrontation du service public à de nouveaux besoins exprimés par la population. Une chose est certaine, le savoir-faire est essentiel. Le savoir-être, il faut continuer à le cultiver. Et ça, ce sont dans les écoles de formation c'est dans les écoles de formation que l'on entretient, cultive dès la formation initiale les questions de savoir-être et de savoir-faire. Donc, ce sont des choses sur lesquelles on continuera d'insister parce que c'est extrêmement important et c'est structurant. La mobilisation, l'engagement des gendarmes et l'état d'esprit en fait qui a été celui de notre institution, d'accepter de sortir du cadre pour aller vraiment au plus près des gens et rendre service, c'est quelque chose aussi qu'on retient et que l'on continue de développer en donnant de grandes capacités d'initiative sur le terrain. C'est vraiment essentiel et important pour continuer à mener au long terme, en fait, dans le long terme, un service public de qualité, mais surtout qui réponde aux besoins de l'ensemble de la population. Et puis on a aussi beaucoup développé le secteur numérique parce que cette crise nous a appris qu'on avait besoin d'un contact humain avec les gens, bien évidemment. On est allé à la rencontre de personnes isolées, on a livré des médicaments, on a monté des tentes dans des maisons de retraite pour permettre à des personnes âgées de voir leur famille quand ça a été possible. Donc on a fait un grand nombre d'actions, bien évidemment. Et donc on va poursuivre dans cette voie qui nous indique que la résilience, elle se cultive, elle s'entretient, elle s'apprend et elle est essentielle quand on a besoin de cohésion tous ensemble, le service public, la population pour faire face. Merci Mady Scheurer pour ce témoignage très, très fort. Un mot de conclusion également, si vous voulez bien, Patrick Erdjen et Hervé Loberty. Le temps passe très, très vite. On pourrait rester des heures à échanger avec vous. Patrick Erdjen, peut-être une réaction, comme Mady Scheurer parle de l'articulation entre savoir-faire et savoir-être, et puis cette résilience. La résilience s'apprend. Là encore, ce sont des pistes aussi, des enjeux que vous déclinez. Comment on apprend la résilience, selon vous, Patrick Erdjen ? On l'apprend beaucoup en pratique, je pense. On l'apprend à l'épreuve, plus qu'en théorie. Je partage là encore ce qui a été dit. Notamment lorsqu'on est encore en uniforme, on doit adopter un savoir-être et on ne doit pas se contenter d'être efficace, mais on doit aussi offrir à la population l'image de ce qu'on est. Les sapeurs-pompiers ont une particularité, c'est que 80% de leurs ressources humaines sont des sapeurs-pompiers volontaires, c'est-à-dire sont des citoyens qui s'engagent pour autrui, mais qui n'en font pas leur profession. Voilà. Et cette particularité a deux atouts. Premièrement, elle aide à intégrer le service public dans la population parce que par hypothèse, ce ne sont pas que des gens, 80% de notre effectif, c'est-à-dire quasiment 200 000 personnes en France font un autre métier ou pas de métier d'ailleurs, ou sont étudiants, ou sont sans emploi et sont sapeurs-pompiers. Ça augmente la surface de contact, comme on dit aujourd'hui, pour faire un peu chic entre le service public et la population. Et deuxièmement, la résilience, c'est précisément un maillage territorial qu'on essaye de maintenir, avec environ 6800 points de distribution de secours, puis 6800 casernes, un centre d'incendie et de secours. Et ces sapeurs-pompiers, notamment volontaires dans les secteurs peu denses en population, dans les campagnes, mais c'est aussi à la montagne, c'est sur tout le territoire, sont une source de résilience. On a connu, et malheureusement on en connaîtra encore, des risques naturels, par exemple, des inondations, des situations où les voies de communication sont infranchissables. Et finalement, ceux qui restent, le service public qui reste, ce sont chez nous notamment très souvent des volontaires, uniquement des volontaires, parce qu'on est loin des agglomérations ou même des villes moyennes. Voilà. Donc cette résilience, elle se cultive à l'épreuve et elle est aussi le fait de l'intégration de nos troupes dans la population. La question du collectif. Merci beaucoup Patrick Erdjen. À vous le mot de la fin. Hervé Loberty, on a évoqué beaucoup de pistes, de l'attitude aux acteurs, de l'articulation savoir-être, savoir-faire, l'articulation entre, on va dire, le central, enfin la décision centrale et les territoires. Quels sont peut-être un message fort sur lequel vous voulez insister, Monsieur Loberty, en conclusion sur ces enjeux d'agilité ? Je pense que le service public dans son ensemble a montré sa capacité à s'adapter finalement à cette crise et c'est pas la première fois, d'autres vont certainement arriver dans l'avenir. Il faut qu'on s'inscrive de toute façon dans une optique que d'autres crises arriveront et moi je trouve que ça a permis de remettre en avant un certain nombre d'acteurs qui travaillaient souvent de façon invisible, de rendre leur travail visible, de le revaloriser.
il faut pouvoir mettre en place les organisations pour s'inscrire dans une organisation plus pérenne. Moi, c'est en tout cas ce que je retiens, c'est-à-dire que la gestion de crise, c'était un peu la première question que vous nous posiez en début de table ronde. Est-ce que le management de crise a remplacé le management du quotidien? Oui. Je pense que le management de crise ne peut pas devenir notre quotidien. Et donc, il faut vraiment que l'on intègre cette crise dans notre quotidien pour que notre management quotidien en tienne compte et que l'on puisse s'inscrire dans une certaine pérennité et travailler sereinement. Enfin, je ne sais pas si le terme serein est le bon, mais en tout cas qu'on puisse travailler de la façon la plus efficace possible lorsqu'une nouvelle crise se présentera à nous. En tout cas, en termes d'efficacité, vous faites preuve d'une remarquable efficacité. Merci à tous les trois pour ce témoignage, vos 3 témoignages extrêmement éclairants. Merci d'être intervenus dans le cadre de ce colloque. Merci beaucoup. Merci pour celles et ceux qui nous suivent, les échanges se poursuivent. C'est décidément très, très riche ce matin. Vous continuez d'écrire, vous continuez de poser vos questions et surtout, vous restez avec nous puisqu'on va faire un focus territoire dans un instant. Faisons enfin confiance aux acteurs des territoires. C'est l'interpellation du prochain échange. Vous ne bougez pas, vous restez avec nous. Merci, à tout de suite.